N'avez-vous jamais rêvé de trouver le plus gros trésor du monde? De vous endormir dans la mythique chambre d'ambre ou de plonger dans la piscine de Picsou? Les conquistadors, eux, en ont rêvé. De l'ouest à l'est de l'Europe, de tout âge et de toutes origines, tous en rêvaient. Et pour que leurs rêves deviennent réalité, pour que cette fantaisie se réalise, de nombreuses expéditions ont été organisées en plein cœur du Nouveau Monde. Et c'est de là que se dégage le célèbre mythe de l'Eldorado. La prophétie avait-elle raison? La terre promise décrite dans la Bible et la Torah existe-t-elle vraiment? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Accrochez vos ceintures et appréciez ce voyage dans le temps. Vous sentirez la douce odeur de l'or. Tout commence en 1492. Le roi d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon, ainsi que son épouse Isabelle de Castille, acceptent de financer le voyage de Christophe Colomb. La reine accorde même sa protection personnelle à l'explorateur italien. En échange, le couple royal réclame de l'or, beaucoup d'or. En effet, à la fin du Moyen-Âge, les mines d'or traditionnellement exploitées sont épuisées et ne peuvent plus donner matière au commerce. En plus, la Reconquista a grandement appauvri l'Espagne qui cherche à rétablir les richesses. En fait, la Reconquista, c'est la lutte contre l'occupation musulmane dans le sud de l'Espagne. De 722 à 1492, chrétiens et musulmans se livrent des batailles sanglantes qui ne resteront pas sans conséquences puisque les villes sont détruites et la famine frappe de plein fouet les belligérants. 770 ans de conflit, tu m'étonnes que le roi d'Espagne veut s'accaparer des richesses. D'ailleurs, la découverte de l'Amérique en 1492 permet aux Espagnols d'acquérir facilement de nouveaux territoires. Je dis facilement parce que les Espagnols portaient des armures et des boucliers en acier, alors que les indigènes étaient tout nus. Niveau protection, c'est pas franchement le même arsenal. En plus, les Amérindiens redoutaient les chevaux car ils n'en avaient pas la moindre connaissance. Et oui, il n'y avait pas de chevaux en Amérique latine. En bref, les Européens ont écrasé les tribus indigènes de par leur supériorité conséquente au niveau de l'armement, ce qui montre l'avance considérable que possédait la civilisation européenne dans tous les domaines. Malheureusement, ce n'est plus totalement vrai aujourd'hui. La suite, vous la connaissez. Ils vont envoyer des hommes que l'on appelle les conquistadors, comme Cortés ou Pizarro, pour coloniser l'entièreté de l'Amérique. À leur retour triomphant, les trésors que ramènent les conquistadors vont être la source de rumeurs qui vont affirmer que l'Amérique latine regorge de trésors. De nombreux peintres ou auteurs vont décrire leur vision de ce territoire de façon plus ou moins utopique parce qu'au final, c'est un continent comme les autres que l'on connaît aujourd'hui. Mais la soif d'or va attiser l'embrasement des rumeurs qui se propagent à la vitesse d'un feu de forêt. Dès lors, un nom se dégage sur ce territoire, l'Eldorado. Il existe deux théories concernant l'origine du nom Eldorado. La première semble être la plus logique. Allez sur Google Trad puis tapez Eldorado et sans surprise, ça donne le doré. Même l'Helvétie allemand aurait pu le savoir. Bref, ça reflète bien la vision de cette terre par les Européens qui pensaient que la terre qu'ils fouleraient serait remplie d'or et que la pluie serait faite de denrées minières. Cependant, une autre théorie un peu plus farfelue existe. Selon l'historien Gonzalo Fernández de Oviedo, l'Eldorado serait le diminutif de l'homme doré. Et pourquoi affirme-t-il ça? En fait, selon la légende, les Indiens Shishba, natifs de Cundinamarca, célèbrent chaque année une cérémonie étrange durant laquelle un cacique, c'est-à-dire un souverain local, s'enduit de graisse de tortue et de poudre d'or avant de s'avancer étincelant au milieu de ses sujets qui chantent la joie et frappent sur des tambours. Au même instant, le roi et les nobles montent sur des pirogues et déposent dans le lac de Guatavita de l'or et des émeraudes en offrande à leur dieu. Juste après, le cacique plonge dans le lac et réapparaît sous un tonnerre d'applaudissements. Voilà d'où naît la théorie de l'homme doré. Vous voyez, les Européens n'étaient pas les seuls à avoir des croyances étranges. Mais cette théorie est plausible, car nous ne sommes pas sans savoir que les Amérindiens avaient des rituels étranges. Par exemple, les Aztèques, qui est également une tribu précolombienne, sacrifiaient des hommes par ablation du cœur, faire offrande de leur sang à leur dieu, notamment le soleil. Certains Aztèques décidaient même de s'auto-sacrifier. Après, on ne peut pas vraiment juger car c'est complètement décalé dans le temps. Il ne faut pas oublier que c'était il y a presque 5 siècles. Bref, pour prouver cette seconde théorie, de 1545 à 1912, les conquistadors et des scientifiques ont sillonné la lagune de Guatavita pour y trouver de l'or. Mais les résultats sont presque nuls. 4000 pesos en or, c'est-à-dire 500 grammes d'or en 500 ans de recherche. Ça fait 1 gramme par an. Par contre, petite anecdote, les scientifiques ont trouvé une armure qui appartenait à un conquistador. Effectivement, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie à chercher l'Eldorado. Mais en 1954, des scientifiques colombiens prouvent qu'une météorite est tombée des millénaires auparavant dans les eaux du lac de Guatavita. C'est ce qui a libéré des métaux qui se sont éparpillés dans un grand périmètre. C'est l'explosion de la supernova, une étoile, qui a libéré des protons à son explosion. Ces protons ont fusionné avec des particules et ainsi formé de l'or.
L'attraction terrestre s'est ensuite chargée du reste puisque l'or s'est dirigé à pleine vitesse vers la Terre, tellement vite qu'il s'est enfoui à plusieurs mètres de profondeur. L'or remonte ensuite à la surface sous l'effet des forces souterraines. Ainsi, l'or, tout comme d'autres minerais précieux, n'était pas rare chez les Amérindiens, mais ces territoires n'étaient tout de même pas remplis d'or comme le pensaient les conquistadors. La cérémonie de l'homme doré ne marquait peut-être que le souvenir de cet événement, doublé de l'hommage à un dieu supposé être descendu au fond du lac. Cette deuxième théorie est en partie vraie, en accord avec de nombreuses sources. En revanche, certaines parties restent floues. On se demande toujours où est passé l'or, mais il est vraisemblable qu'il soit resté au fond du lac. Avec les mouvements de la terre et les fissures creusées par l'eau, l'or aurait pu facilement s'échapper, notamment par la rivière reliée au lac. Surtout que pendant les premiers siècles de recherche, les conquistadors n'ont jamais atteint le fond du lac, lieu où l'or se situe car c'est un métaux lourd. Néanmoins, la célèbre barre Chibcha, exposée au musée de l'or, est l'une des preuves que cette légende n'est finalement pas une légende. Le premier homme à se lancer à la recherche de l'Eldorado est l'Allemand Ambroise Alfinger. Lui, il était vraiment cruel et surtout, il était prêt à tout pour atteindre l'Eldorado, qui, selon la légende, se situe dans le département de Cundinamarca, en Colombie. Petite anecdote, Alfinger finance son expédition en vendant comme esclave à Saint-Domingue des Indiens marqués au fer rouge. Je vous avais dit qu'il était cruel. Il part de Coro, la capitale du Venezuela, et longe le fleuve Magdalena avant de massacrer de nombreuses tribus indigènes dans le but d'anéantir en elles tout sentiment de révolte. Mais l'explorateur est perdu et ses hommes sont pour la plupart décimés. Il décide finalement d'abandonner ses recherches après 9 ans d'efforts vains alors qu'il se trouvait à seulement 10 km du Cundinamarca, son objectif ultime. Sur le retour, il meurt d'une flèche empoisonnée reçue dans le cou suite à des affrontements avec les indigènes. J'ai envie de dire, c'est plutôt mérité. Pourtant, cet échec ne dissuade pas les autres conquistadors de chercher l'Eldorado et éteint nullement les espoirs des conquistadors de trouver cette terre utopique. Suite à Alfinger, beaucoup d'autres conquistadors échouent, mais l'un d'entre eux réussit, partiellement. Il s'agit de Gonzalo Jiménez del Quesada, un ancien avocat féru d'aventure. Après un périple éprouvant dans lequel ses hommes sont poursuivis par les indigènes et atteints par la fièvre tropicale, ils pénètrent en 1537 dans le Cundinamarca et prennent possession de la capitale, Bogota. Ils y trouvent effectivement de l'or, des diamants et tout autre minerai précieux, mais rien qui s'apparente aux inépuisables ressources qui est censé contenir l'Eldorado. Mais les conquistadors, au lieu de se dire « Il a conquis l'Eldorado mais il ne l'a pas trouvé, il ne doit finalement pas exister », ils se disent « S'il n'est pas là, il est ailleurs !» Ils se tournent donc vers la partie est du continent, vers l'Orénoque et les Guyanes. En 1538, Georges de Spira arrive au pied des Andes, qui est littéralement la plus grande chaîne de montagnes au monde, mais il est contraint de faire demi-tour car ses hommes sont affaiblis par les indigènes et l'épuisement. En 1537 et 1549, Nicolas de Federman et Sébastien de Belalcázar atteignent respectivement le plateau de Bogota, mais connaissent les mêmes déceptions que Quesada. Cependant, même si ces expéditions sont vouées à l'échec, elles permettent aux conquistadors de coloniser le Nouveau Monde. Ainsi, le mythe d'Eldorado précipite la colonisation de l'Amérique. Plus tard, beaucoup plus tard, un nouveau conquistador est envoyé pour remplacer les incapables qui l'ont précédé. Il s'agit de Antonio de Berrio. Il s'est déjà distingué dans l'armée espagnole et a ainsi été choisi pour être à la tête d'une expédition de 80 hommes qui prend le départ en 1584. Sa mission est simple, repérer les côtes d'Amérique du Sud afin de peaufiner les cartes du monde très imprécises à l'époque. Il accomplit sa mission sans problème en un an et est donc mis au repos pour une durée de 2 ans. Puis il est renvoyé pour une mission similaire en 1587 et 1590 pendant lesquelles il aura même le loisir de conquérir de nouveaux territoires au nom du roi d'Espagne. Il rentre donc victorieux, en partie puisqu'il n'a, malgré tout, toujours pas trouvé l'Eldorado. En 1595, il repart pour une 4e et dernière mission, mais alors qu'il attendait les renforts de la couronne d'Espagne, il est capturé par un navigateur anglais, lui aussi piqué par la fièvre de l'Eldorado. C'est ainsi que s'achève piteusement la vie d'Antonio de Berrio, qui, après une quinzaine d'années d'expédition en Amérique du Sud, suit les pas de ses prédécesseurs et échoue dans la quête de l'Eldorado. Mais le doute persistera encore au XVIe et au XVIIe siècle, puisque de nombreux auteurs ont écrit des récits utopiques reprenant l'idée d'Eldorado pendant toute la durée de la conquête, comme c'est le cas de Walter Raleigh, Gaspard de Carvajal, et même au XVIIIe siècle avec Candide de Voltaire.
Ces récits de voyage ont permis de nourrir la fièvre de l'Eldorado et d'encourager les Européens en général à se diriger vers cette terre utopique qu'ils rêvaient tous de conquérir. Mais même si, vous l'aurez compris, ce mythe est irréel, il a été la principale source d'inspiration pour des livres et dessins animés qui ont marqué notre enfance comme Picsou ou les mystérieuses cités d'or. Pour ceux qui ont Netflix, la 3e saison de la série américaine Outer Banks s'est clairement inspirée du mythe d'Eldorado, d'autant plus que les trésors portent le nom du mythe. Aujourd'hui, le mot Eldorado signifie plutôt le rêve d'une terre où règne liberté, stabilité économique et paix, comme nous le montre Laurent Godet dans son roman Eldorado, paru en 2006. La vidéo s'achève donc sur cette note un peu plus sérieuse, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous et surtout commentez. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles anecdotes historiquement croustillantes. Cheers!